Ce qui s'est passé ces derniers jours entre Israël et l'Iran, ce n'est pas une surprise, c'est l'aboutissement logique de décennies de tensions, d'escalades, de menaces à peine voilées et de provocations assumées des deux côtés. Sauf que cette fois, on a franchi la ligne. Israël a décidé de frapper, et pas timidement, des dizaines de cibles militaires, des bases, des centres de commandement, mais surtout les sites nucléaires les plus stratégiques du programme iranien avec une intensité rarement vue dans l'histoire récente. Natanz, Ispahan, des zones classées sensibles, protégées, théoriquement imprenables, ont été visées avec une précision chirurgicale dans ce qui ressemble à une tentative claire d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme atomique. La riposte de l'Iran ne s'est pas fait attendre. Missiles balistiques, drones kamikazes, frappes en essaim sur Tel Aviv, Haïfa et d'autres zones du territoire israélien. Des morts, des destructions, mais surtout un message. Téhéran est prêt à aller loin, très loin, même si la balance des forces militaires reste déséquilibrée. Parce qu'en face, il faut être lucide, Israël est prêt. Pas juste militairement, mais technologiquement, logistiquement, stratégiquement. Leurs capacités de projection sont hors normes, leur réseau de renseignement est mondial, et leur système de défense antimissile est parmi les plus efficaces de la planète. Et même si l'Iran peut faire mal, même si les frappes font des dégâts, l'issue militaire semble déjà écrite. Israël tiendra, et l'Iran, à moyen terme, risque de payer un prix élevé. Mais ce prix, paradoxalement, ne sera pas forcément celui que certains espèrent. Car le véritable enjeu de cette guerre n'est pas uniquement de savoir qui aura le plus de pertes ou le plus de missiles, c'est de savoir ce que cette guerre va produire politiquement. Et là, c'est beaucoup plus incertain. Beaucoup s'imaginent qu'en frappant fort, on affaiblit un régime, qu'on le fait vaciller, qu'on pousse le peuple à se retourner contre ses dirigeants. Mais l'histoire a montré, et pas qu'une fois, que c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand une nation est attaquée de l'extérieur, même un régime contesté voit sa population se resserrer autour de lui. On l'a vu en Allemagne sous les bombardements alliés, on l'a vu en Irak après l'invasion américaine, et on le verra probablement encore aujourd'hui en Iran. L'ayatollah, même s'il tombait, serait remplacé. Le régime, même affaibli, ne s'effondrera pas avec quelques frappes, parce qu'il repose sur des réseaux, une idéologie, une structure. Et ce genre d'agression extérieure, dans un contexte où le pays se vit comme encerclé, ne fait qu'alimenter cette résistance intérieure. Mais surtout, ces frappes, aussi spectaculaires soient-elles, risquent de provoquer exactement ce qu'elles étaient censées empêcher. Si l'objectif était de ralentir ou d'anéantir le programme nucléaire iranien, alors il fallait tout détruire. Absolument tout. Et pour ça, Israël n'a pas les moyens seul. Certaines installations sont enterrées à plus de 100 mètres sous terre, protégées contre les bombes conventionnelles. Seuls les États-Unis possèdent les armes capables de frapper ces cibles-là, et pour l'instant, ils refusent de s'impliquer directement. Et c'est là que le calcul israélien devient plus complexe. Parce que cette guerre, Israël ne veut pas la mener seule. Ils veulent entraîner les États-Unis avec eux, créer une dynamique où Washington serait obligé de finir le travail. Sauf que l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus celle de 2003. La population ne veut plus entendre parler de guerre lointaine. Trump, même avec ses postures, reste un isolationniste convaincu. Et même dans les cercles traditionnellement proches d'Israël, le massacre de civils à Gaza a changé les lignes. L'image d'Israël est dégradée, l'opinion publique est plus méfiante, et les élites commencent à prendre leur distance. C'est donc une guerre où Israël joue gros, une guerre risquée, et une guerre dont les conséquences pourraient s'étendre bien au-delà du Moyen-Orient. Et c'est exactement ce qui nous intéresse ici. Qu'est-ce que cette guerre peut impliquer pour le Maghreb? Quelles répercussions au Maroc, en Algérie, en Afrique du Nord? Qui a intérêt à l'affaiblissement de l'Iran? Qui pourrait en profiter? Et surtout, faut-il s'en mêler? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand on parle d'Iran au Maroc, beaucoup pensent que c'est un sujet lointain, presque abstrait, un acteur du Moyen-Orient qui n'aurait aucun impact direct chez nous. Et pourtant, c'est une erreur, parce que l'Iran mène une guerre. Pas une guerre classique, mais une guerre hybride, discrète, perverse, et qui vise clairement à saper la stabilité des pays sunnites, à commencer par ceux qui refusent de s'aligner sur ses intérêts. Et le Maroc fait partie de ces pays. Officiellement, il n'y a pas de conflit. Pas de déclaration hostile, pas de menace directe. Mais dans les faits, les indices s'accumulent, les preuves s'alignent et la stratégie iranienne devient de plus en plus visible. Depuis plusieurs années, le Maroc accuse l'Iran, via son bras armé, le Hezbollah, de former et d'armer des éléments du Polisario. Des transferts d'armes ont été évoqués, des connexions en Algérie ont été révélées, et même si Téhéran nie tout en bloc, les services marocains, eux, n'ont aucun doute. Ce soutien, même discret, est une ligne rouge. Parce que le Polisario, ce n'est pas un simple groupe armé. C'est un instrument stratégique utilisé depuis 50 ans pour diviser le Maroc, affaiblir sa souveraineté et bloquer son développement. Alors quand l'Iran s'en mêle, il ne fait pas que s'ingérer. Il s'aligne clairement contre les intérêts du royaume. Des miliciens du Polisario ont même été retrouvés en Syrie, dans les rangs de l'armée de Bachar al-Assad. Ce qui
prouve une connexion directe entre la milice et Téhéran. Mais ce soutien militaire n'est qu'une partie du problème. L'autre volet, plus sournois, plus lent, mais peut-être encore plus dangereux, c'est le travail idéologique. Parce que l'Iran ne cherche pas seulement à influencer les élites ou les groupes armés, il cherche à pénétrer le tissu social, à introduire ses idées, à diffuser son modèle religieux et à créer, sur le long terme, une base sociale chiite dans un pays historiquement sunnite et unanimement malékite. Et pour ça, ils utilisent toutes les failles. Les réseaux caritatifs, les ONG, les bourses religieuses, les connexions culturelles, mais aussi, et c'est là où ça devient plus insidieux, les mariages mixtes. Depuis la réforme du Code de la famille en 2007, un enfant né d'un père étranger et d'une mère marocaine peut obtenir la nationalité. Et cette brèche, certains l'ont exploitée. Des hommes chiites venus d'Iran, du Liban ou d'Irak épousent des Marocaines, fondent des familles et implantent à l'intérieur même du territoire national une descendance chiite, parfaitement légale, parfaitement citoyenne, mais qui, à terme, portera avec elle une vision du monde totalement étrangère à l'identité spirituelle marocaine. C'est une méthode connue, déjà utilisée ailleurs, et qui s'inscrit dans une stratégie d'expansion religieuse à visée géopolitique. Créer des noyaux, les renforcer, les structurer, puis les mobiliser quand le contexte s'y prête. C'est exactement ce que l'Iran a fait au Liban avec le Hezbollah. C'est ce qu'il tente en Irak, au Yémen, au Nigeria. Et c'est ce qu'il essaye à petite échelle au Maghreb. Ce projet est lent, il est invisible pour beaucoup, mais il est réel. Et il repose sur un levier extrêmement puissant, la confusion entre ouverture et naïveté. Parce que dans un Maroc de plus en plus tourné vers l'extérieur, sous pression migratoire, idéologique, diplomatique, il devient de plus en plus difficile de poser les bonnes limites. L'ouverture devient un dogme, la diversité devient une valeur sacrée. Et ceux qui posent des questions sur les risques à long terme sont immédiatement taxés de repli identitaire, de conservatisme, ou pire, de fascisme. Mais soyons clairs, le Maroc est stable parce qu'il est homogène. Culturellement, religieusement, historiquement, cette stabilité n'est pas un accident. Elle est le fruit d'un équilibre ancien, profondément enraciné. Et tout ce qui vient perturber cet équilibre, tout ce qui cherche à y injecter des identités étrangères, des conflits importés ou des fractures confessionnelles, est une menace à long terme. Et cette menace ne vient pas uniquement du chiisme, elle vient d'un tout. Du multiculturalisme forcé, de la pression migratoire, des ONG mondialistes et de l'idéologie de dilution culturelle. On a l'exemple parfait ici de comment est utilisée la naïveté gauchiste par des puissances étrangères pour instiller leur poison. Le Maroc est en train de construire, sans le vouloir, les conditions de sa propre fragilité. Grâce à cette réforme du Code de la famille, ce sont potentiellement 4 milliards de subsahariens d'ici la fin du siècle qui pourront un jour s'installer et fonder une famille d'ici, devenant de futurs compatriotes au nom d'un droit élargi et sans racines. Tout cela encouragé par une idéologie cosmopolite qui influence profondément les jeunes femmes, au Maroc comme ailleurs. Nous verrons émerger des communautés chiites, parfois animées par une vision révolutionnaire et revancharde du monde, mais pleinement marocaines sur le papier, avec exactement les mêmes droits que vous et moi. Et il faudra bien remercier ceux qui ont soutenu cette réforme. Bien évidemment, ce n'est pas assez pour eux, ils réclameront demain d'aller encore plus loin. Parce que dans leur logique, ce n'est jamais suffisant. L'Iran profite de cette faiblesse, mais le Maroc n'est ni la priorité stratégique de l'Iran, ni un ennemi direct. Mais il est hostile. Clairement, silencieusement et durablement. Alors est-ce qu'il faut se réjouir de le voir affaibli? Oui, sans hésitation. Moins l'Iran est fort, moins il peut agir à distance. Moins il peut financer, armer, diffuser, infiltrer. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais cette lucidité ne doit pas nous faire basculer dans l'aveuglement inverse. Ce n'est pas parce que l'Iran est un adversaire que cela fait d'Israël un ami. Et c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Ce serait une erreur gravissime de croire que parce que l'Iran est hostile, alors Israël serait notre allié naturel. Ce genre de raccourci simpliste, dangereux et trop souvent véhiculé dans certains milieux politiques ou médiatiques est exactement le piège à éviter. Israël ne combat pas l'Iran pour défendre le Maroc, ni pour soutenir les pays sunnites, ni même pour stabiliser la région. Israël combat l'Iran pour des raisons qui lui sont propres, pour sa survie stratégique, pour ses intérêts nationaux et uniquement pour ça. Et c'est normal, tout État digne de ce nom agit pour ses intérêts. Mais c'est justement pour ça que nous devons faire pareil. Ne pas nous aligner, ne pas nous soumettre, ne pas nous laisser instrumentaliser dans une guerre qui ne nous appartient pas. Parce que si l'Iran est un adversaire caché, Israël est un partenaire toxique. Un partenaire qui peut être utile, mais qui reste dangereux. Il faut être lucide. Leur technologie est utile, leur coopération militaire peut nous renforcer, leur poids diplomatique peut être un levier. Mais leur image est catastrophique. Leur comportement en Palestine est indéfendable. Et leur impact dans le monde arabe est une bombe permanente. Depuis Gaza, depuis les massacres, depuis les bombardements indiscriminés sur des civils, des écoles, des hôpitaux, l'image d'Israël dans l'opinion publique
Médiatique est devenue radioactive. Même ceux qui croyaient à une paix froide commencent à se désolidariser. Parce que ce que le monde a vu, ce n'est pas une guerre entre deux armées, c'est une punition collective, méthodique, assumée contre un peuple enfermé dans une prison à ciel ouvert. Et dans tous les pays arabes, y compris au Maroc, cette réalité a laissé des traces, des profondes. La rue marocaine est majoritairement hostile à Israël. Les réseaux sociaux regorgent d'indignation. Et chaque nouveau bombardement alimente la colère, le rejet, l'envie de rupture. Cette dynamique, elle est puissante, elle est réelle, et elle pèse lourd. Alors si le Maroc s'associe trop directement à Israël, s'il donne l'impression de soutenir ses guerres, ou pire, de participer à son agenda, il se coupe de sa propre population. Il nourrit l'idée d'un divorce entre l'État et le peuple. Et il ouvre la porte à des tensions internes que personne ne pourra contrôler. Ce n'est pas une question d'émotion, c'est une question de stratégie. Un pays comme le Maroc ne peut pas se permettre de prendre position dans une guerre de cette ampleur où l'un des acteurs est perçu, à juste titre, comme un agresseur. Ce n'est pas notre guerre, ce n'est pas notre front, et ce n'est pas à nous d'en payer le prix politique ou diplomatique. Israël a ses raisons, l'Iran a ses objectifs, mais le Maroc, lui, doit garder la tête froide. Il n'a pas à choisir entre deux puissances étrangères qui se déchirent pour des enjeux qui ne sont pas les siens. Il n'a qu'un seul camp à défendre, le sien. Si la cause palestinienne est souvent utilisée pour déstabiliser certains pays, alors le comportement d'Israël, lui aussi, a tendance à déstabiliser les pays arabes et musulmans en créant de la colère, voire même de la révolte. Il faut donc se méfier de ce pays et ne surtout pas adhérer à son narratif. Cela ne veut pas dire s'isoler, cela ne veut pas dire couper les ponts. Cela veut dire rester maître de ses décisions, collaborer quand c'est utile, refuser quand c'est dangereux, et ne jamais se laisser aspirer dans un conflit qui dépasse notre périmètre stratégique. L'Iran est une menace, Israël est un partenaire ambivalent, mais dans les deux cas, la seule boussole doit rester l'intérêt supérieur du Maroc. Pas l'idéologie, pas l'émotion, pas la loyauté à des causes extérieures. Seulement l'analyse froide, rigoureuse de ce qui nous renforce et de ce qui nous affaiblit. Et c'est précisément dans cette optique qu'il faut analyser le dernier acteur régional qu'on ne peut pas ignorer, l'Algérie. Depuis que le conflit a éclaté entre Israël et l'Iran, on entend de plus en plus une idée circuler dans certains cercles, que l'Algérie serait la prochaine sur la liste. Que comme l'Irak, la Syrie, la Libye ou l'Iran, elle finirait par subir à son tour une déstabilisation orchestrée, un renversement de régime ou pire, une intervention militaire étrangère. Et si cette idée se propage, c'est parce qu'elle repose sur une grille de lecture très séduisante, celle d'un plan global, d'un enchaînement d'États ciblés un par un pour des raisons stratégiques. Sauf que dans le cas de l'Algérie, cette grille ne tient pas. D'abord parce que le monde a changé. Les États-Unis d'aujourd'hui ne sont plus ceux de 2003. Les néoconservateurs, les faucons interventionnistes, les idéologues de la guerre préventive ont pratiquement disparu du paysage. Ils sont discrédités, détestés, rejetés à la fois par les républicains et les démocrates. La population américaine n'a plus aucune envie de voir son pays s'enliser dans des conflits lointains, sans fin et sans bénéfice clair. Le traumatisme irakien, afghan, libyen a laissé des traces profondes. Et même les cercles les plus bellicistes à Washington savent qu'une opération militaire en Algérie serait aujourd'hui impossible à justifier. Mais surtout, il faut regarder la position de la France. Car malgré l'hostilité évidente entre Alger et Paris, malgré les insultes, les provocations, les postures nationalistes algériennes, la réalité géopolitique est simple, la stabilité de l'Algérie est aujourd'hui un enjeu vital pour la France. Et pas pour des raisons d'amitié ou de solidarité, mais pour une raison très simple. Si l'Algérie s'effondre, la France explose. Une crise majeure en Algérie, c'est une crise migratoire immédiate. C'est des millions de personnes qui cherchent à fuir, à rejoindre l'Europe, à traverser la Méditerranée. C'est une explosion sociale, économique, politique sur le territoire français. Et ça, Paris le sait. Même si elle ne le dit pas publiquement, elle fera tout pour empêcher une implosion du régime algérien. Même si ce régime la déteste, même si ce régime la provoque, aujourd'hui, le plus grand protecteur du régime algérien à l'international est ironiquement la France. Et côté américain, c'est exactement le même calcul. Les dirigeants algériens ont beau faire des discours anti-impérialistes, afficher leur amitié avec Moscou ou Pékin, dans les faits, ils sont d'un pragmatisme absolu. Ils savent jusqu'où ne pas aller. Ils prennent soin de ne jamais franchir certaines lignes. L'exemple le plus flagrant, c'est l'achat des avions russes Su-57. L'Algérie voulait les acheter, mais elle a attendu le feu vert de Washington. Et quand les Américains ont accepté, ils ont limité la commande à 14 appareils, pour ne pas déstabiliser l'ordre régional. Ce genre de coordination en dit long sur la réalité des rapports. Israël pourrait mener cette attaque seul, Israël a prouvé qu'il
qu'il avait une capacité de projection militaire exceptionnelle. Ce qu'ils viennent de faire contre l'Iran est un exploit logistique et stratégique. 200 avions engagés, des frappes sur des dizaines de cibles, des ravitaillements en vol, une opération menée à plusieurs milliers de kilomètres de leurs frontières, dans un espace aérien hostile, surveillé, verrouillé. Très peu de pays au monde peuvent faire ça. Et c'est justement cette démonstration de force qui fait dire à certains, si Israël peut frapper l'Iran, alors ils peuvent frapper l'Algérie. Militairement, oui, Israël en a la capacité. Mais l'Algérie ne représente aucune menace stratégique pour Israël. L'Iran finance des milices, arme le Hezbollah, soutient le Hamas, interfère en Syrie, en Irak, au Yémen et cherche à se doter de l'arme nucléaire. C'est une puissance régionale qui veut remodeler l'équilibre du Moyen-Orient avec une volonté d'hégémonie religieuse et géopolitique assumée. L'Algérie, elle, ne fait rien de tout ça. Elle se contente de quelques discours à usage interne, de postures hostiles pour flatter l'ego national, mais elle ne dépasse jamais la ligne. Elle ne finance aucune menace directe pour Israël. Elle ne s'oppose pas à ses intérêts régionaux. Elle n'intervient dans aucune guerre qui le concerne. Et surtout, ses dirigeants savent très bien où sont les limites. Et ils ne les franchiront pas. Ils peuvent hurler contre le Maroc, insulter la France, frapper symboliquement l'Espagne avec des postures anti-occidentales. Mais face à Tel Aviv, comme face à Washington, ils sont silencieux, prudents, mesurés et profondément réalistes. C'est pour ça qu'il n'y aura ni attaque, ni opération secrète, ni tentative de renversement. Parce que l'Algérie n'est pas un acteur dangereux pour l'ordre global. Elle gêne son voisinage. Mais à l'échelle stratégique, elle reste neutre. Et tant qu'elle le reste, elle bénéficiera d'un traitement de faveur, même si elle continue à se présenter comme le dernier bastion révolutionnaire du monde arabe. En réalité, ce régime n'est agressif que dans une seule direction, le Maroc. C'est là qu'il concentre sa haine, ses moyens, ses provocations, parce qu'il sait que c'est sans risque, qu'il n'y aura pas de représailles sérieuses, et que les grandes puissances ne lèveront jamais le petit doigt. Ce conflit entre Israël et l'Iran, aussi grave soit-il, aussi spectaculaires soient les frappes, ne doit pas nous détourner de notre position fondamentale. Le Maroc n'est pas concerné directement. Il n'est ni un acteur de ce conflit, ni une cible, ni un allié naturel de l'un ou de l'autre. Et c'est précisément cette position qu'il faut préserver. L'Iran est un adversaire idéologique, un acteur nuisible, un État qui cherche à étendre son influence jusqu'à nos frontières, par le biais du Polisario, du schisme, des réseaux souterrains qu'il implante à bas bruit. Sa défaite, son affaiblissement, son isolement stratégique sont objectivement favorables au Maroc. Mais cela ne signifie pas que nous devions applaudir aveuglément les actions de ceux qui l'attaquent, encore moins nous aligner sur eux sans discernement. Parce qu'Israël n'est pas un protecteur, ni un sauveur. C'est une puissance qui agit pour ses intérêts. Une puissance qui a prouvé sa brutalité, sa froideur, son mépris total pour les civils qu'elle juge secondaires dans ses objectifs militaires. Et cette réalité, elle résonne profondément dans tout le monde arabe, au Maroc en particulier. Elle déclenche des réactions, des crispations, des colères, qui ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont politiques. Les rapports de force évoluent et ils évoluent vite. L'Iran, qui il y a encore quelques années imposait sa loi de Beyrouth à Bagdad, qui plaçait ses pions en Syrie, au Yémen, au Liban, est aujourd'hui frappé chez lui, affaibli, isolé, en train de perdre le contrôle. Israël, qui se pensait intouchable, qui croyait pouvoir frapper sans jamais être frappé, encaisse aujourd'hui des missiles balistiques en plein cœur de Tel Aviv, sous les yeux du monde entier. Et les États-Unis, qui les soutenaient coûte que coûte, qui servaient de bouclier diplomatique à chacun de leurs excès, prennent aujourd'hui leur distance, pendant que leur opinion publique bascule et que l'image d'Israël devient un fardeau, même chez ses alliés. Alors oui, peut-être qu'au final les États-Unis finiront par entrer en guerre. Peut-être qu'ils soutiendront Israël jusqu'au bout, peut-être même qu'ils frapperont l'Iran s'il le faut. Mais même dans ce scénario, on sent que quelque chose a changé. On est plus proche que jamais de la fin du soutien automatique, aveugle, inconditionnel. Et même si la machine continue encore quelques années, l'hostilité de l'opinion américaine finira, tôt ou tard, par se répercuter sur les décisions politiques. Parce qu'aucune démocratie ne peut ignorer éternellement ce que son peuple ne veut plus défendre. Rien n'est éternel. Et surtout pas les alliances. En 1971, Henry Kissinger se rend en Chine en pleine guerre froide. Son but est d'isoler l'Union soviétique. Plus tard, il le dira lui-même. Quand nous nous sommes ouverts à la Chine, c'était dans l'objectif d'isoler l'URSS. C'était une manœuvre géopolitique, froide, efficace, temporaire. Et au moment où les États-Unis n'en ont plus eu besoin, ils ont retourné leur stratégie sans scrupule, sans regret. Le Maroc a fait exactement ce que fait une puissance qui se respecte. Il a noué une alliance de circonstances. Il s'est rapproché d'Israël pour isoler l'Algérie, renforcer sa position sur le dossier du Sahara et rompre l'encerclement diplomatique imposé depuis 50 ans. Et pour l'instant, ça fonctionne. Le Maroc domine l'agenda régional, multiplie les soutiens, impose sa lecture du conflit et marginalise ses adversaires. L'Algérie est plus isolée que jamais.
Mais cette réussite ne doit pas faire oublier la nature du partenaire. Israël reste ce qu'il est, un État brutal, dominateur, instable, un régime qui ne cherche pas la paix, qui ne stabilise rien, qui nourrit les colères, les fractures, les haines, et qui, demain, pourrait très bien nous nuire s'il y voyait un intérêt. Cette alliance est utile, mais elle est fragile, elle est stratégique, mais elle n'est pas morale, et c'est justement parce qu'on l'assume froidement qu'on doit rester lucide. Le Maroc ne doit pas devenir le supplétif d'un projet qui n'est pas le sien. Il doit avancer avec ses propres objectifs, tirer ce qu'il y a à tirer, et savoir s'en détacher quand le moment viendra. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à mettre un like, à vous abonner et à laisser un commentaire. Ça prend 2 secondes, mais ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et continuer à produire ce genre de contenu libre et indépendant. Merci pour votre soutien, on se retrouve très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.